Isabelle de Beaumont, 32 ans, se tenait sur la véranda de la grande demeure blanche, son éventail en dentelle tressaillant faiblement contre sa poitrine oppressée. Son corset de soie immaculé, aussi serré qu'une cage dorée, rendait chaque respiration laborieuse et douloureuse. Elle fixait l'horizon lointain où le ciel d'encre se confondait avec la mer des Caraïbes, ses pensées aussi tumultueuses que les vagues qui venaient se fracasser contre les côtes rocheuses de la Martinique. Son mari, le colonel Henri de Beaumont, était absent depuis 3 longues semaines. Il était parti pour la Guadeloupe afin d'y régler des affaires commerciales pressantes, laissant derrière lui une épouse étouffée par le poids écrasant de la solitude et des conventions sociales impitoyables. À Fort-de-France, Isabelle représentait une figure de prestige incontestable. Elle était la dame de la plantation la plus prospère de l'île, l'épouse d'un des hommes les plus influents et craints de toute la colonie française. Mais au cœur de la nuit tropicale, quand seuls les grillons osaient chanter leur mélopée monotone, elle n'était que la prisonnière de sa propre existence dorée. Une femme enfermée dans une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, épouse d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment aimé, actrice d'une pièce écrite par d'autres depuis sa naissance. Elle serra son châle blanc brodé autour de ses épaules frêles et descendit lentement l'escalier de marbre qui menait au jardin luxuriant. Les hibiscus rouges se dressaient comme des sentinelles silencieuses dans l'obscurité parfumée, leurs pétales froissés par l'intense chaleur diurne qui persistait même après le coucher du soleil. L'air était lourd d'humidité, chargé des parfums capiteux du jasmin et du frangipanier qui envahissait tout. C'était son refuge secret, ce jardin tropical qu'elle avait créé avec un soin méticuleux, loin des regards inquisiteurs de la société coloniale qui attendait d'elle perfection absolue, obéissance sans faille et discrétion impeccable. Chaque plante avait été choisie personnellement, chaque allée dessinée selon ses désirs, chaque fontaine placée exactement où elle le souhaitait. C'était le seul espace où elle pouvait encore exercer une forme de contrôle sur son environnement. C'est là, près de la fontaine ornementale en pierre de taille importée de France, qu'elle l'aperçut pour la première fois vraiment, véritablement. Mathieu était grand, doté de cette présence imposante que seule la souffrance prolongée peut sculpter dans une âme humaine. Il avait 30 ans, mais son corps usé et marqué par le travail incessant dans les champs de canne à sucre en paraissait facilement 10 de plus. Sa peau d'ébène brillait sous la clarté laiteuse de la lune tropicale, couverte des cicatrices indélébiles du labeur quotidien et des châtiments corporels. Certaines cicatrices formaient des motifs complexes sur son dos et ses bras, témoignages silencieux de violences répétées. Il tenait fermement un seau d'eau fraîche, accomplissant sa tâche nocturne d'arroser méticuleusement les plantes décoratives somptueuses du domaine. Un travail particulier que le colonel lui avait personnellement attribué, après l'avoir remarqué pour son intelligence visible et sa discrétion naturelle. Leurs regards se croisèrent soudainement dans la pénombre du jardin. Mathieu baissa immédiatement les yeux vers le sol, un geste automatique de soumission gravé profondément en lui depuis la plus tendre enfance. C'était un réflexe de survie développé au fil des années d'esclavage, une protection contre les dangers omniprésents. Mais Isabelle ne bougea pas d'un pouce. Elle l'observa intensément, voyant bien au-delà des simples apparences physiques, percevant intuitivement la dignité intérieure qu'aucune chaîne métallique ne pouvait complètement briser ou détruire. « Vous travaillez tard ce soir, Mathieu », dit-elle d'une voix douce comme du miel versé dans l'obscurité veloutée de la nuit. Il y avait dans son ton quelque chose d'inhabituel, une chaleur humaine qui contrastait violemment avec la froideur aristocratique habituelle des maîtres blancs. Il sursauta visiblement, le seau tremblant dangereusement dans ses mains calleuses. « Madame », murmura-t-il respectueusement, restant parfaitement immobile comme on le lui avait enseigné. « Je m'excuse sincèrement de ma présence. Je vais partir immédiatement si vous le souhaitez. »« Non », dit-elle fermement. Et il y avait quelque chose dans ce simple mot monosyllabique qui allait changer irrémédiablement leurs deux destins. « Restez ici, je vous en prie. Parlez-moi. Depuis combien de temps exactement êtes-vous à la plantation des Beaumont ?» Cette question simple portait en elle une invitation dangereuse, une ouverture vers quelque chose d'interdit. Mathieu leva lentement les yeux avec une prudence extrême. Il avait appris douloureusement à décortiquer minutieusement les intentions cachées des Blancs, à survivre en lisant chaque nuance subtile de comportement,
chaque inflexion vocale. Mais cette femme était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Elle n'avait pas cette cruauté gratuite si habituelle, cette supériorité arrogante qui suintait de chaque pore des colons. Elle avait seulement l'apparence troublante de quelqu'un cherchant désespérément quelque chose qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. « 15 ans, madame », répondit-il avec une prudence calculée. « Depuis le jour où le colonel m'a acheté au marché aux esclaves de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. J'avais alors 15 ans. » Isabelle s'assit gracieusement sur le rebord de pierre froide de la fontaine, son regard perdu fixé sur le reflet tremblant de la pleine lune dans l'eau claire. « Vous devez m'en dire davantage sur vous, » dit-elle calmement. Pas comme un esclave s'adressant respectueusement à sa maîtresse, mais comme un homme parlant librement à une autre personne. Personne ne nous entendra ici dans ce jardin isolé. C'était extraordinairement dangereux. Mathieu le savait parfaitement. Chaque mot prononcé pouvait constituer un piège sournois, une provocation délibérée destinée à tester sa loyauté envers ses maîtres ou à justifier rétroactivement un châtiment brutal. Et pourtant, quelque chose d'indéfinissable dans sa poitrine se libéra soudainement. Peut-être était-ce la fatigue accumulée de tant d'années d'humiliation quotidienne. Ou peut-être était-ce simplement le fait miraculeux qu'une personne lui parlait enfin, comme à un véritable être humain, doté d'une âme et d'une histoire. « Mon nom d'avant l'esclavage était Adémie », dit-il lentement, savourant presque la prononciation de ce nom oublié. « Je venais du puissant royaume du Dahomey, dans ce que vous appelez le golfe du Bénin. Ma mère était guérisseuse respectée dans notre village. Elle connaissait les plantes et leurs secrets. Mon père était un guerrier fier qui avait combattu dans de nombreuses batailles. Mais tout cela appartient désormais à une autre vie. Une vie qui n'existe plus que dans mes souvenirs fragmentés. Cette existence a été effacée le jour où les négriers sont venus. » Isabelle l'écouta parler pendant des heures entières, assise sous les étoiles innombrables qui scintillaient dans le ciel tropical. Il lui parla longuement de son enfance heureuse en Afrique, des jeux avec les autres enfants du village, de la radia esclavagiste dévastatrice qui l'avait violemment séparé de sa famille pour toujours. Il décrivit les horreurs indicibles du voyage transatlantique où les hommes, les femmes et les enfants étaient entassés comme du bétail dans les cales pestilentielles des navires négriers. Il évoqua la puanteur insupportable, la chaleur suffocante, les corps qui mouraient chaque jour et qu'on jetait simplement par-dessus bord. Il parla de l'arrivée terrifiante dans les Antilles, de la vente humiliante au marché, des premiers jours à la plantation où il avait dû apprendre rapidement les règles non écrites de la survie. Il parla de la violence quotidienne omniprésente, des coups de fouet pour la moindre infraction, de la résignation forcée qui était devenue son armure protectrice contre la folie. Elle, de son côté, lui parla de sa propre prison dorée si différente en apparence, mais si semblable en essence. Elle évoqua son mariage de pure convenance arrangé par les familles, son époux qui la traitait comme un ornement décoratif, plutôt que comme une compagne. Elle parla de l'absence totale de liberté réelle que même la richesse considérable ne pouvait acheter dans une société aussi rigide. Elle pleura silencieusement en se confessant ainsi, et Mathieu, sans réfléchir une seule seconde aux conséquences potentiellement catastrophiques, s'agenouilla près d'elle et essuya délicatement ses larmes du bout des doigts. Ce geste simple aurait normalement pu le faire fouetter publiquement jusqu'au sang. Au lieu de cela, ce fut le commencement de quelque chose d'extraordinaire et d'impossible. Leurs conversations nocturnes évoluèrent progressivement, devenant plus profondes, plus intimes. Il parlait de littérature qu'il avait découverte clandestinement, de philosophie qu'il avait apprise en écoutant aux portes, de politique dont il comprenait les enjeux. Isabelle possédait une collection secrète de livres interdits, des ouvrages dangereux sur les droits de l'homme que son cousin jésuite progressiste lui avait envoyés discrètement de Paris. Elle en lisait des passages entiers à Mathieu qui écoutait avec une intensité presque douloureuse, révélant une intelligence naturellement vive et désespérément affamée de connaissances. Son esprit était resté parfaitement libre, même quand son corps était brutalement asservi. Il posait des questions perspicaces qui surprenaient Isabelle par leur profondeur. Il développait des raisonnements complexes qui démontraient une capacité d'analyse remarquable. Au fil des semaines qui s'écoulèrent comme dans un rêve, la distance sociale qui les séparait diminua inexorablement. Les conversations se transformèrent graduellement en contacts furtifs mais significatifs. Une main touchant brièvement une autre main, un regard retenu un peu trop longtemps qui en disait plus que 1000 mots.
Les barrières sociales quasi insurmontables qui les séparaient, représentant comme elles le faisaient deux mondes radicalement différents, devaient nécessairement soit s'effondrer complètement, soit les écraser impitoyablement tous les deux. 3 mois après leur première rencontre dans le jardin, alors que le colonel était de nouveau absent pour de longues affaires commerciales en Guadeloupe, ce qui était devenu une habitude commode, Isabelle et Mathieu franchirent la ligne ultime. Ils firent l'amour pour la première fois dans une petite chambre qu'elle avait fait discrètement aménager, au cœur même de la plantation. Un espace caché, loin des regards indiscrets des domestiques et des surveillants. Ce n'était nullement brutal ou mécanique, comme tant de relations dans cette société violente. C'était une exploration minutieuse et tendre de deux êtres qui se découvraient mutuellement avec émerveillement, chacun portant le poids écrasant de mondes séparés qui convergeaient miraculeusement dans la chaleur moite de la nuit tropicale. Elle était profondément surprise par sa tendresse délicate, par sa douceur attentive. Il était stupéfait par son humanité authentique, par sa vulnérabilité émouvante. Ensemble, ils créèrent quelque chose que la colonie entière, avec ses lois rigides et ses préjugés enracinés, aurait considéré comme une abomination monstrueuse, une violation scandaleuse des lois non écrites qui maintenaient la hiérarchie raciale blanche absolument intacte. C'était un crime contre l'ordre établi, une transgression qui mettait en danger tout le système sur lequel reposait la société coloniale. « Je suis enceinte », annonça Isabelle 3 mois plus tard alors qu'ils étaient allongés côte à côte sur un drap blanc dans leur refuge secret. Sa voix était étonnamment calme et mesurée, mais ses mains tremblaient violemment contre sa poitrine. Ce simple aveu transportait avec lui des implications terrifiantes, la mort potentielle pour eux deux et la destruction de tout ce qu'ils avaient connu. Mathieu se figea complètement comme s'il avait été transformé en statue de sel. Ce simple aveu transportait avec lui la mort quasi certaine pour eux deux. Pour lui, c'était assurément la pendaison publique, ou pire encore. Pour elle, c'était le scandale retentissant, le divorce déshonorant, l'exil définitif, peut-être même l'emprisonnement. « Nous devons partir immédiatement », dit-il avec une urgence palpable. Cette nuit même, sans attendre davantage. Je connais parfaitement les passages secrets qui mènent aux montagnes, où les esclaves fugitifs se cachent depuis des années. Il y a une communauté solidement établie là-haut dans les hauteurs, des centaines d'hommes et de femmes qui vivent librement, qui ont reconstruit une société. Isabelle secoua lentement la tête avec une expression de résignation douloureuse. Et où irais-je exactement ? Je ne suis absolument rien sans ma position sociale. Sans elle, je ne suis qu'une femme ruinée, déshonorée, sans ressources ni protection. Et toi, ils te rechercheront impitoyablement. Ils nous rechercheront tous les deux avec des chiens et des milices. Alors nous restons ici, et nous attendons passivement notre destruction inévitable, demanda Mathieu, la frustration et la peur tordant douloureusement sa voix habituellement maîtrisée. Il n'y a pas d'autre issue possible, Isabelle, tu le sais aussi bien que moi. Nous sommes piégés. Mais elle le savait effectivement. Mieux que lui-même. Elle avait entendu pendant des années les conversations chuchotées des femmes de l'aristocratie coloniale, le potinage sans fin et venimeux sur les scandales qui éclaboussaient régulièrement les familles. Elle savait intimement comment la colonie fonctionnait vraiment dans les coulisses, avec ses secrets inavouables, ses mensonges acceptés et ses compromis tacites. « Nous dirons à Henri que c'est son enfant légitime, dit-elle avec un calme inquiétant qui masquait son angoisse profonde. Quand je serai enceinte de 6 mois, nous ferons connaître la nouvelle publiquement avec une grande cérémonie. Henri est absent la plupart du temps pour ses affaires. Les gens supposeront naturellement que c'est arrivé lors de sa dernière visite il y a quelques mois. Personne ne fera les calculs précis. Et toi, tu dois disparaître complètement de la plantation avant que mon ventre ne devienne visible. Je dirai à Henri que je t'ai vendu à un négociant de Fort-de-France, que j'avais besoin de liquidités pour des achats personnels. Tu te cacheras effectivement chez les Marrons dans les montagnes, exactement comme tu l'as suggéré toi-même. C'était un plan audacieux, peut-être fou, certainement désespéré. Mathieu voulut protester véhémentement, mais il comprenait la logique impitoyable et glaciale de son raisonnement. C'était peut-être véritablement leur seule chance de survie, aussi mince soit-elle. Et l'enfant ? Que deviendra-t-il ? Demanda-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. Il sera élevé comme un beaumont légitime, dit Isabelle, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. Je le protégerai de toutes mes forces,
Et un jour, quand il sera suffisamment âgé pour comprendre, je lui dirai toute la vérité sans rien omettre. Je lui dirai d'où il vient vraiment, qui était son véritable père, quel courage il a fallu pour qu'il existe. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar éprouvant de planification minutieuse et de mensonges étouffants qui pesaient sur la conscience d'Isabelle. Elle reçut le docteur de la plantation, un homme âgé et myope nommé Mercier, qui confirma sa grossesse sans poser de questions embarrassantes. Elle laissa tomber des indices subtils mais calculés, suggérant que Mathieu et elle avaient peut-être été vus ensemble dans des circonstances suspectes suffisamment pour que les domestiques commencent à chuchoter entre eux et à imaginer la pire des trahisons possibles. Puis exactement une semaine avant le retour prévu du colonel, Isabelle convoqua solennellement l'intendant de la plantation et déclara qu'elle avait décidé de vendre Mathieu. L'intendant, un homme cupide et sans scrupules nommé Rousseau, ne posa aucune question gênante. Il arrangea rapidement la transaction, empochant généreusement sa commission au passage, et envoya Mathieu à Fort-de-France avec un négociant peu scrupuleux réputé pour ne pas poser de questions. Mais ce que Rousseau ne savait absolument pas, c'est que Mathieu ne descendrait jamais vivant du bateau qui devait le transporter. À mi-chemin exact de la ville portuaire, profitant d'un moment d'inattention des gardiens, il sauta dans les eaux vert émeraude de la mer des Caraïbes et nagea désespérément vers les rochers côtiers escarpés, d'où il escalada les falaises abruptes jusqu'aux montagnes, où vivaient les Marrons dans leur village caché. C'était un risque énorme et potentiellement mortel, un véritable acte de foi aveugle, mais c'était leur seul plan viable. 3 semaines plus tard, quand Isabelle annonça sa grossesse lors d'un dîner familial élégant, auquel assistaient plusieurs colonels influents et leurs épouses, Henri applaudit avec une fierté masculine évidente et bruyante. C'était exactement ce qu'il désirait ardemment. Un héritier mâle, un fils qui porterait fièrement le nom prestigieux de Beaumont et continuerait son empire agricole florissant. Il ne fit jamais le calcul mental simple, qui aurait immédiatement révélé que les dates ne correspondèrent pas vraiment, que 9 mois étaient chronologiquement impossibles, quand il avait passé seulement 3 semaines à la plantation durant toute cette période. Les femmes présentes félicitèrent chaleureusement Isabelle avec des embrassades et des sourires. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leurs expressions, une nuance subtile de suspicion mal dissimulée. Elle savait quelque chose, ou du moins, elle soupçonnait. Les domestiques, toujours les premiers à connaître les secrets les mieux gardés de leur maître, avaient inévitablement parlé entre eux. Elle savait que Mathieu avait mystérieusement disparu, que sa vente avait été étrangement précipitée et inhabituelle, que les absences nocturnes d'Isabelle dans le jardin avaient coïncidé précisément avec les tâches assignées à Mathieu. Mais aucune d'elles ne dit ouvertement quoi que ce soit. Le silence complice était une forme particulière de pouvoir qu'elles exerçaient, collectivement, gardant le secret brûlant non par loyauté envers Isabelle, mais par le simple désir pervers de voir comment cette histoire scandaleuse se déploierait finalement. Il y avait quelque chose de profondément fascinant et presque jouissif dans la chute imminente d'une femme privilégiée. Même une femme que vous aviez secrètement enviée pendant des années. Les mois passèrent lentement avec une lenteur insoutenable. Isabelle se gonflait progressivement, devenant belle et rayonnante dans sa grossesse visible. Elle incarnait parfaitement l'image idéale de la maternité attendue, et le colonel, pleinement satisfait de sa future paternité, acheta une nouvelle propriété somptueuse en Guadeloupe et passa la majeure partie de son temps précieux à gérer ses nouveaux investissements lucratifs. Isabelle restait à la plantation principale de Martinique, entourée d'une cour hypocrite de femmes qui la servaient en surface avec déférence, tout en la démolissant méthodiquement par allusions venimeuses et questions apparemment innocentes, mais chargées de sous-entendus. Quelle chance extraordinaire d'avoir conçu un enfant si rapidement après le retour du colonel, murmura perfidement Madame Désiré, l'épouse du gouverneur. Mon mari et moi, nous avons attendu patiemment 3 longues années avant d'être bénis. Peut-être que le climat particulier de la Guadeloupe est plus propice à la fécondité masculine. Isabelle sentit parfaitement le piège sournois tendu dans cette remarque anodine, mais elle sourit avec une sérénité étudiée qui ne laissait rien transparaître. Peut-être était-ce simplement notre destin commun, répondit-elle avec grâce. Le ciel nous bénit de manière mystérieuse, mais le ciel n'avait absolument rien à voir avec cela, et toutes les femmes présentes le savaient parfaitement.
Le jour tant attendu où Isabelle entra finalement en travail, le docteur Mercier fut appelé en urgence à la plantation. Henri, pour une fois, était présent sur place, revenu spécialement pour l'occasion historique de la naissance de son héritier. Il arpenta nerveusement la chambre voisine pendant 13 heures interminables, tandis qu'Isabelle hurlait de douleur atroce, ses cris déchirants résonnant à travers toute la grande demeure et semant l'effroi parmi les domestiques. Le bébé naquit finalement à l'aube naissante, dans la lumière rose du lever du soleil. C'était un fils parfaitement formé et, apparemment sain avec une peau légèrement plus foncée que celle d'un nouveau-né blanc typique, mais pas suffisamment pour être immédiatement alarmant ou suspect. C'était juste une teinte légèrement dorée, vaguement ambrée, facilement attribuable à l'hérédité complexe, au climat tropical intense, à 1000 explications commodes et rassurantes. Henri entra solennellement dans la chambre aux volets fermés, regarda longuement son fils supposé et sourit largement avec satisfaction. « Il est absolument magnifique », déclara-t-il en embrassant la main faible et moite d'Isabelle. « Nous l'appellerons Louis-Henri en l'honneur de nos deux familles. C'est un nom fort et noble pour un garçon qui sera certainement fort lui aussi. » Mais le docteur Mercier, un homme naturellement astucieux et observateur formé à Paris, remarqua immédiatement plusieurs détails troublants. Il remarqua évidemment la peau particulière du bébé. Il remarqua aussi certaines allées et venues nocturnes suspectes dans le jardin de la plantation, dont les domestiques lui avaient discrètement parlé. Un passage secret que seuls les serviteurs utilisaient habituellement. Il remarqua la disparition soudaine et inexpliquée d'un esclave particulièrement capable et remarquable. Et il remarqua surtout les regards éloquents que certains des servants noirs de la maison échangeaient significativement entre eux, un langage silencieux qui parlait de secrets partagés. Le docteur Mercier garda soigneusement ces observations troublantes pour lui pendant quelques jours, réfléchissant aux implications et aux opportunités. Puis, sachant pertinemment qu'un secret de cette magnitude explosive ne pouvait pas rester enfoui longtemps sans provoquer une explosion, et calculant froidement son propre intérêt, il prit une décision qui n'avait absolument rien à voir avec la vertu morale ou la justice. Il alla discrètement voir le procureur royal à Fort-de-France et fit une suggestion venimeuse, enrobée de prudence hypocrite. « Je ne suis pas un homme qui aime particulièrement les scandales publics, » dit-il avec une fausse modestie, « mais en tant que serviteur loyal du roi et de la justice divine, je crois fermement avoir une obligation morale impérieuse de signaler ce que j'ai observé professionnellement dans l'exercice de mes fonctions médicales. » Le procureur l'écouta avec un intérêt visiblement croissant, ses yeux s'éclairant à la perspective d'un scandale retentissant, puis demanda formellement au docteur de mettre ces graves accusations par écrit dans un document officiel. Ce que Mercier fit méthodiquement en langage volontairement voilé mais suffisamment clair et explicite pour que quiconque lisant attentivement entre les lignes comprenne parfaitement l'implication monstrueuse et scandaleuse. L'héritier supposé de Beaumont était peut-être le fruit illégitime d'une union contre nature, d'une relation interdite et criminelle entre une femme blanche de la haute société et un esclave noir. 3 semaines plus tard, une enquête officielle formelle avait officiellement commencé, avec toute la machinerie administrative coloniale. Henri, confronté brutalement aux allégations formulées discrètement mais fermement par le procureur royal lui-même, nia d'abord catégoriquement avec une indignation furieuse. Puis il explosa littéralement de rage incontrôlable. Il fit immédiatement convoquer le docteur Mercier à la plantation et le menaça ouvertement de ruine totale et d'exil si ces accusations infâmes ne disparaissaient pas instantanément de la circulation publique. Mais Mercier, solidement appuyé par le gouverneur lui-même qui appréciait secrètement les scandales autant que le vin français, refusa obstinément de se rétracter ou de modifier son témoignage. L'enquête s'approfondit méthodiquement et impitoyablement. Les domestiques furent interrogés un par un dans des pièces closes. Certains furent grassement payés pour parler et révéler ce qu'ils savaient, d'autres furent contraints par la peur très réelle de représailles violentes. Jean, l'homme de confiance qui avait secrètement aidé Mathieu à organiser sa fuite vers les montagnes, fut arrêté sans ménagement et torturé systématiquement, jusqu'à ce qu'il confesse finalement tout ce qu'il savait. Les rencontres nocturnes répétées dans le jardin, la petite chambre secrète aménagée au cœur de la plantation, les mensonges soigneusement orchestrés, le plan d'évasion minutieusement préparé, chaque détail fut arraché de lui par la douleur.
Isabelle fut officiellement assignée à témoigner devant une commission d'enquête. On lui posa des questions avec une brutalité calculée et humiliante, chaque interrogateur cherchant délibérément à briser sa réserve aristocratique légendaire et à la faire craquer publiquement. Elle niait tout avec un calme impressionnant et une dignité inébranlable, maintenant avec une cohérence parfaite sa version des faits. Avez-vous connu l'esclave Mathieu, également appelé Adémie, d'une manière inappropriée et criminelle? Demanda le procureur avec une agressivité théâtrale, son doigt accusateur pointé vers elle comme une arme. Non, absolument pas, répondit-elle fermement sans la moindre hésitation. Je connaissais à peine cet homme. Il travaillait sur la plantation parmi tant d'autres. C'est absolument tout. Je ne lui ai jamais adressé plus de quelques mots. Et pourtant, l'enfant que vous avez porté présente certaines caractéristiques physiques indéniables que seule une relation illicite et contre nature avec cet homme noir pourrait scientifiquement expliquer, insista le procureur avec un sourire cruel. L'enfant est indubitablement le fils légitime du colonel de Beaumont, dit Isabelle d'une voix qui ne vacilla jamais malgré la terreur qui l'habitait. Et ce que vous insinuez si ouvertement constitue une calomnie meurtrière et diffamatoire contre mon honneur personnel et celui de toute ma famille. Je pourrais vous poursuivre pour ces accusations. Mais le mal était irrémédiablement fait et ne pouvait plus être contenu. Les rumeurs venimeuses, une fois libérées dans la nature, ne pouvaient plus être récupérées ni contrôlées. Les journaux locaux chuchotaient avec délectation malsaine. Les prédicateurs fulminaient avec véhémence du haut de leurs chairs en bois précieux importés. L'Église catholique prit officiellement position avec une gravité solennelle, déclarant que si les allégations étaient effectivement vraies, il s'agissait d'une profanation abominable contre l'ordre divin lui-même et les lois naturelles établies par le Créateur. Henri, profondément humilié publiquement et enragé intérieurement, commença à parcourir frénétiquement les tavernes sordides de Fort-de-France, cherchant désespérément Mathieu avec une obsession vengeresse. Il offrit une récompense considérable à tout marron qui le ramènerait vivant, et il promit des châtiments indescriptibles et créatifs à quiconque l'avait aidé dans sa fuite. Mais Mathieu restait totalement introuvable, protégé dans les hauteurs, inaccessible des montagnes par la communauté solidaire des hommes libres, qui le défendaient farouchement comme l'un des leurs. Pendant ce temps interminable, le colonel commença à perdre inexorablement son empire commercial si patiemment construit. Ses associés commerciaux habituels le tenaient prudemment à distance respectable, de peur que le scandale toxique ne soit contagieux et ne contamine leur propre réputation. Les créanciers, qui lui avaient généreusement accordé des lignes de crédit substantielles sur la seule base de sa respectabilité sociale, commencèrent à le presser impatiemment de rembourser ses dettes. Ses propriétés les plus précieuses furent progressivement saisies légalement pour payer des dettes qui s'accumulaient dangereusement. Isabelle, de son côté, traversa cet enfer personnel avec une résilience absolument stupéfiante qui surprit même ses ennemis les plus acharnés. Elle refusait catégoriquement de se laisser briser par les circonstances. Chaque jour sans exception, elle se levait à l'aube, s'habillait méticuleusement comme une dame de plantation digne de ce nom, et visitait longuement son fils. Elle le serrait tendrement contre sa poitrine, ce bébé, qui était simultanément son salut émotionnel et sa damnation sociale. Ce petit garçon aux yeux parfaitement innocents, qui n'avait aucune idée du monde compliqué et brutal dans lequel il avait été jeté sans son consentement. « Tu es extraordinairement spécial, Louis-Henri », lui murmurait-elle doucement à l'oreille, des larmes chaudes coulant silencieusement le long de ses joues pâles. « Tu portes en toi le courage indomptable de 2 mondes entiers. Un jour prochain, tu comprendras pleinement, et tu seras fier de ce que tu es véritablement. » Mais ce jour promis semblait terriblement lointain et peut-être inaccessible. Le scandale continuait de s'amplifier comme un incendie incontrôlable, menaçant de consumer tout sur son passage. Alors, à la grande surprise absolue de tous les acteurs impliqués, le gouverneur lui-même intervint personnellement, mais pas pour sauver Isabelle de l'opprobre public, ni pour protéger Mathieu de la vengeance implacable. Non, il intervenait uniquement pour sauver la colonie elle-même d'une crise bien plus grave qui se profilait dangereusement à l'horizon. Les marrons cachés dans les montagnes, encouragés et galvanisés par le cas d'Isabelle et Mathieu comme symbole éclatant d'une puissance blanche finalement faible et profondément divisée, commencèrent à s'organiser méthodiquement pour des raids beaucoup plus ambitieux et coordonnés.
Des plantations isolées étaient attaquées avec une efficacité nouvelle. Des routes principales devaient être évitées par les voyageurs prudents. Le commerce vital était gravement perturbé. La peur viscérale s'installait progressivement parmi toute l'aristocratie blanche. Le gouverneur fit donc une déclaration officielle solennelle qui fut lue publiquement sur toutes les places principales de l'île. L'enquête judiciaire était officiellement conclue. Aucune preuve irréfutable et juridiquement recevable d'infidélité conjugale n'avait pu être formellement établie. Les allégations circulant étaient des rumeurs sans fondement solide, malheureusement propagées par des éléments malveillants désireux de troubler gravement l'ordre public et la paix sociale. L'enfant Louis-Henri était officiellement reconnu comme l'héritier parfaitement légitime de la noble famille Beaumont. La famille pouvait finalement retrouver une paix relative et tourner cette page douloureuse. Mais il n'y avait en réalité aucune paix véritable, seulement un silence officiel imposé qui masquait une vérité brûlante que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait plus prononcer publiquement. Isabelle devint une mère extraordinairement protectrice et dévouée envers Louis-Henri. Elle s'assura méticuleusement qu'il recevait la meilleure éducation disponible dans toute la colonie, qu'il apprenait parfaitement le français classique, le latin ancien, l'histoire européenne et les sciences naturelles. Elle lui lisait passionnément les contes merveilleux des Mille et une nuits, des récits épiques de héros et d'aventures extraordinaires qui enflammaient son imagination enfantine. Mais elle lui enseignait aussi quelque chose d'absolument fondamental, que très peu de Blancs enseignaient consciemment à leurs enfants dans cette société rigide, la compassion universelle. Elle lui parlait longuement des travailleurs anonymes des champs de canne, les appelant systématiquement par leur nom propre plutôt que par des numéros déshumanisants. Elle lui expliquait patiemment que chaque personne, quelle que soit sa condition, possédait une histoire unique, une âme immortelle, une dignité intrinsèque qui devait absolument être respectée. Et Louis-Henri, avec l'innocence naturelle et la sagesse instinctive de l'enfance, acceptait complètement ces enseignements comme s'ils étaient parfaitement évidents et naturels, comme s'il était profondément surpris que le monde puisse fonctionner différemment de ses principes simples. À l'âge de 8 ans, Louis-Henri posa un jour une question qui brisa le cœur d'Isabelle. « Maman, pourquoi ma peau est-elle différente de la tienne? Pourquoi est-elle plus dorée, plus foncée ?» Les autres enfants le remarquent et posent des questions. Isabelle s'agenouilla immédiatement devant son fils et le regarda profondément dans les yeux, avec une intensité émotionnelle rare. C'était le moment tant redouté. C'était arrivé plus tôt qu'elle ne l'avait espéré ou prévu. Mais peut-être était-il finalement juste d'y répondre maintenant avec toute la vérité. « Parce que tu es extraordinairement spécial, mon chéri adoré », dit-elle lentement, en choisissant chaque mot avec soin. « Tu portes en toi l'héritage précieux de 2 familles nobles, de 2 mondes radicalement différents mais également beaux. Tu es français par moi et par ta légitimité légale, mais tu es aussi quelque chose de bien plus grand et plus précieux. Tu es un pont vivant entre 2 mondes qui se craignent et se méprisent. Et c'est une charge sacrée que très peu sont suffisamment forts pour porter dignement. Mais toi, tu es suffisamment fort. » Louis-Henri fronça intensément les sourcils, essayant courageusement de comprendre un concept philosophique bien trop complexe et profond pour son jeune esprit encore en formation. « Je suis fort comme papa, comme le colonel ?»« Non, mon enfant, tu seras infiniment plus fort que le colonel, » dit Isabelle avec une certitude absolue. Pas parce que tu commanderas des hommes par la force ou posséderas des terres par héritage, mais parce que tu comprendras intuitivement ce qu'il n'a jamais pu ou voulu comprendre malgré toute son intelligence. La véritable valeur d'un homme ne vient jamais de sa couleur de peau ou de sa richesse matérielle, mais uniquement de son cœur et de ses actions. Dans les montagnes mystérieuses et verdoyantes, Mathieu vivait une vie qu'il aurait autrefois considérée comme absolument impossible, un rêve inaccessible. Il avait trouvé une place respectée parmi les marrons, une communauté extraordinairement organisée d'hommes et de femmes courageux qui avaient tous choisi ou avaient été forcés de choisir une liberté précaire et dangereuse plutôt qu'un esclavage assuré mais déshumanisant. Il y avait des fermes cachées ingénieusement camouflées, des systèmes d'irrigation sophistiqués creusés dans la roche, une organisation sociale complexe qui n'était pas si dissimilaire des sociétés africaines traditionnelles, d'où beaucoup d'entre eux provenaient originellement. Ils avaient reconstruit une civilisation miniature dans les hauteurs inaccessibles. Mais cette liberté chèrement acquise était profondément maculée par un chagrin omniprésent et lancinant.
Il pensait à Isabelle absolument tous les jours sans exception, se demandant anxieusement si elle allait bien, si elle pensait encore à lui, si elle avait survécu au scandale. Il pensait constamment à l'enfant, ce fils qu'il ne connaîtrait probablement jamais et qui ne connaîtrait jamais son père biologique. Cette séparation forcée était infiniment plus douloureuse que toutes les blessures physiques qu'il avait subies durant ces longues années d'esclavage brutal. Un jour mémorable, un jeune homme essoufflé arriva au village caché des marrons, apportant précieusement une lettre qui avait voyagé par des routes souterraines complexes de complices fidèles et d'alliés discrets. La lettre provenait de Jean, l'homme qui avait autrefois aidé courageusement Isabelle et Mathieu au péril de sa propre vie. « Mon frère en esprit », écrivait Jean dans un français approximatif mais émouvant, « j'écris cette lettre de Fort-de-France, où je travaille maintenant comme artisan libre. Je ne sais pas comment cette lettre vous atteindra dans votre refuge, mais ceux qui vous aiment profondément parmi nous sauront comment la faire parvenir. Elle vient de la Dame Blanche. Elle dit que le garçon grandit fort et magnifique. Elle dit que vous lui ressemblez davantage chaque jour qui passe, qu'elle voit votre visage dans ses yeux brillants et dans son sourire éclatant. Elle dit que l'enfant est parfaitement en sécurité malgré tout, que le scandale terrible s'est progressivement calmé grâce à l'intervention du gouverneur, et que le moment approche où l'enfant pourra connaître toute la vérité de ses origines. Mathieu pleura abondamment en lisant ces mots simples. Ce n'était pas grand-chose, objectivement, juste quelques lignes griffonnées maladroitement sur un papier froissé. Mais c'était absolument tout ce qui lui permettait de croire fermement que ce qui s'était passé entre lui et Isabelle n'avait pas été uniquement un rêve éphémère ou une illusion désespérée, que quelque chose de profondément réel et significatif avait véritablement émergé de leur passion interdite et dangereuse. 10 années s'écoulèrent lentement, marquées par des changements progressifs mais profonds. La colonie connaissait des transformations sociales importantes. La Révolution française avait finalement porté ses idées révolutionnaires jusqu'aux colonies lointaines, et les premiers murmures concrets d'abolition de l'esclavage commençaient à se faire entendre de plus en plus fort. Des conversations secrètes mais passionnées avaient lieu régulièrement dans les salons, entre des colons progressistes éclairés et des libres de couleur éduqués. Le statu quo millénaire était devenu fragile, menacé de toutes parts. Isabelle reçut une visite totalement inattendue qui bouleversa sa routine. Un homme noir d'une quarantaine d'années, portant des vêtements décents de voyageurs respectables, entra discrètement dans son salon privé avec une lettre soigneusement scellée. Il refusa poliment de donner son nom ou ses origines, disant seulement avec respect qu'il venait de la part de quelqu'un qui était infiniment important pour elle, quelqu'un vivant dans les hauteurs inaccessibles des montagnes. La lettre était écrite en français correct, la calligraphie tremblante mais déterminée révélant l'effort considérable de son auteur. « Ma très chère Isabelle, j'écris ces mots en sachant parfaitement que je ne vous reverrai probablement jamais dans cette vie terrestre. Les temps changent rapidement, et certains affirment que bientôt il n'y aura plus aucune différence légale entre nous, si ce n'est dans nos cœurs et nos souvenirs. Je veux absolument que vous sachiez que chaque moment précieux que nous avons partagé ensemble a été une grâce divine inattendue. Chaque conversation nocturne volée, chaque contact furtif, chaque instant rare où j'ai pu voir votre humanité authentique et où vous avez généreusement vu la mienne, tout cela a profondément changé qui je suis fondamentalement. Je ne regrette absolument rien, pas même les terribles conséquences que nous avons dû affronter. Notre fils, si je peux oser l'appeler ainsi, est le testament vivant de cet amour impossible et de cet espoir fou. Dites-lui quand il sera suffisamment âgé pour comprendre qu'il descend de royauté véritable, une royauté africaine venant de chaînes qui ont été brutalement brisées, mais jamais complètement détruites. Prenez soin de lui avec toute votre force. Peut-être que lui, avec ce qu'il représente, héritera finalement du monde meilleur que nous ne pouvions pas construire nous-mêmes, mais qu'ensemble nous avons au moins osé imaginer courageusement. Le nom signé au bas n'était pas celui de Mathieu, mais Adémie, ce nom fier qu'il avait porté dans une autre vie, dans une autre existence qui semblait appartenir à une personne complètement différente, mais qui restait son identité véritable et inaliénable. Isabelle conserva précieusement la lettre cachée dans un compartiment secret de son secrétaire, la relisant des centaines de fois, jusqu'à ce que le papier devienne presque transparent, à force d'être manipulé et mouillé de ses larmes silencieuses. Elle n'envoya jamais de réponse directe. Elle ne pouvait pas sans mettre en danger la vie de Mathieu.
Mais elle fit quelque chose d'encore plus significatif et durable. Elle commença à organiser méthodiquement l'éducation de Louis-Henri avec une détermination et une vision nouvelle. Elle contacta secrètement ses cousins progressistes à Paris, qui avaient des connexions précieuses avec les sociétés abolitionnistes révolutionnaires. Elle finança discrètement mais généreusement des écoles destinées aux enfants de couleur libre. Elle utilisa habilement sa position sociale qu'elle avait si minutieusement préservée, malgré le scandale, pour plaider silencieusement mais efficacement pour des changements progressifs dans les lois coloniales. Louis-Henri grandit en connaissant progressivement toute la vérité de ses origines complexes. Il grandit en sachant que son père biologique était un homme profondément noble, qui s'était courageusement battu pour sa dignité humaine et avait aimé sa mère contre toutes les lois de la nature supposée et de la société établie. Il grandit en sachant qu'il portait en lui l'héritage précieux et contradictoire de deux mondes radicalement opposés, que sa peau métissée était simultanément son fardeau et son héritage, sa malédiction et sa bénédiction. Quand il eut 18 ans accomplis, Louis-Henri fit quelque chose d'absolument extraordinaire qui choqua profondément tout Fort-de-France et envoya des ondes de choc à travers toute la colonie. Il fut instantanément accusé d'être complètement fou, d'être intellectuellement dégénéré par son sang mélangé, mais il persévéra courageusement quand même malgré les pressions et les menaces. « Je ne suis absolument pas le fils que mon père légal attendait et espérait », dit-il fermement lors d'une confrontation explosive et brûlante avec le colonel vieillissant et amer. Isabelle mourut paisiblement 10 ans plus tard, respectée sincèrement par certains, méprisée ouvertement par d'autres, mais jamais vraiment pleinement reconnue ni honorée pour le courage tranquille et extraordinaire qu'elle avait déployé durant toute sa vie. Elle fut enterrée avec les honneurs traditionnels comme une dame de plantation de vraie noblesse. Mathieu, qui avait passé l'essentiel de sa vie adulte libre dans les montagnes inaccessibles, mourut seulement 6 mois après elle sans jamais être redescendu dans la plaine dangereuse. Il avait appris par les réseaux de communication clandestins que Louis-Henri avait courageusement libéré toute la plantation, que son fils avait définitivement choisi l'humanité plutôt que le pouvoir, la justice plutôt que le profit. Et il put enfin mourir en paix relative, sachant avec certitude que quelque chose de profondément significatif de leur amour impossible avait survécu et avait effectivement changé le monde, même si c'était de manière modeste et localisée. Et Louis-Henri continua sa vie remarquable, portant simultanément le nom prestigieux de Beaumont et l'héritage spirituel indestructible d'Adémie, réconciliant courageusement en sa personne même les deux mondes que ses parents avaient osé audacieusement rapprocher dans l'obscurité complice d'une nuit tropicale étoilée, quand deux âmes profondément assoiffées de vraies connexions humaines authentiques avaient trouvé miraculeusement l'une l'autre et avaient changé pour toujours le cours de l'histoire familiale et sociale d'une colonie entière des Antilles françaises.